août 1944. Tandis que l'ennemi, traqué sur chaque route et dans chaque village de France, tente de regagner son repère, les blindés avant-coureurs des armées libératrices font leur entrée dans la capitale. Tous ceux qui vécurent ces heures historiques eurent le sentiment que la libération de Paris mettait un terme définitif au malheur de la France et que s'ouvrait pour elle un nouvel âge d'or. Hélas, les feux de joie s'éteignent vite. À l'euphorie générale, le tragique bilan de la guerre et de l'occupation risquait de faire succéder le plus amer découragement. C'est alors que la France en perdition lança ses premiers appels. Devant des auditoires attentifs, parlementaires et syndicalistes demandèrent aux ouvriers de la mine de faire face aux besoins immenses que le redressement du pays rendait impérieux. Ces appels furent adressés aux quelques 320 000 mineurs répartis dans les 9 bassins houillers français, dont la nationalisation devait assurer la concentration des efforts. On comptait d'abord sur le Nord et le Pas-de-Calais, qui représentent 60% de la production nationale, et sur la Lorraine, capable d'atteindre 25%. Sur les vastes carreaux du Nord, au fond des puits qui percent la verte campagne lorraine, dans les bassins de Blanzy, de la Loire, d'Aquitaine, d'Auvergne, des Cévennes, de Provence, du Dauphiné, partout, cet SOS fut entendu. Du matériel nécessaire pour doter les ouvriers d'un équipement mécanique suffisant, on fit flèche de tout bois et on eut même recours à un matériel d'extraction usagé et désuet. On revit même, tirant son chapelet de wagonnet le long des galeries sombres, le bon vieux cheval de mine dont la race était en voie de disparition. Malgré leur insuffisance, ces moyens mis au service d'un personnel courageux et tenace réussirent à imprimer à l'industrie la poussée initiale dont elle avait besoin pour redémarrer. Les cheminées crachèrent à nouveau leur panache de fumée, la vie reprit dans les usines, la machine se remit à tourner. À l'orgueil et l'honneur des mineurs de France d'avoir donné le premier coup de pic de la reconstruction. Mais il n'importait pas seulement de se remettre au travail, il fallait réaliser de toute urgence les réparations nécessaires pour accroître la production charbonnière. Avec un merveilleux esprit d'équipe, ingénieurs et ouvriers unirent leurs efforts pour relever les ruines laissées par l'ennemi qui s'était livré partout, et surtout en Lorraine, au pillage et à la destruction. Remirent en état leurs installations du jour et en construisirent de nouvelles. Des dispositions furent prises ensuite pour augmenter le volume d'extraction. On s'attaqua notamment au ponçage de nouveaux puits, travail particulièrement important et délicat si l'on songe que certains puits atteignent jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Chercher par ailleurs à améliorer le rendement du personnel en organisant l'apprentissage et la formation professionnelle accélérée. En dehors de l'enseignement théorique, des cours pratiques ont lieu d'abord au jour, dans des installations établies à l'image de la mine, ensuite au fond dans des chantiers-écoles, où les jeunes apprentis apprennent les diverses spécialités du métier de mineur. Des cours spéciaux ont été également prévus pour les ouvriers adultes qui doivent s'adapter aux nouvelles méthodes de travail. Quelles sont ces nouvelles méthodes? Quel est le vrai visage de la mine moderne? Quelle existence mène le mineur d'aujourd'hui? C'est ce que nous allons apprendre au cours d'une visite détaillée. Dans la terre,
le charbon forme d'immenses couches de plusieurs centaines d'hectares, d'épaisseur relativement faible, séparées par des terrains rocheux. Pour extraire le charbon, on creuse deux puits qui traversent verticalement le gisement. Les deux puits partent à des niveaux différents des galeries horizontales, sorte de tunnels creusés dans les terrains rocheux. Un ventilateur placé au sommet de l'un des puits aspire à travers toute l'exploitation l'air pénétrant par l'autre puits de façon à entraîner les gaz nocifs. À travers les galeries circulent les trains de berline transportant le charbon aux ascenseurs. Au point où ces galeries coupent les couches de charbon, on creuse d'autres galeries moins importantes appelées voies. Le problème consiste à enlever la masse de charbon comprise entre la voie supérieure et la voie inférieure. Comme le montre ce schéma, le chantier, appelé taille, progresse dans la couche au fur et à mesure que le charbon est enlevé ou, comme on dit, abattu. L'évacuation se fait par la voie inférieure dans le sens indiqué par la flèche. Pour savoir comment se pratique l'abattage, nous allons suivre une équipe jusqu'à son chantier. La silhouette du mineur, le décor de la mine se sont transformés. Comme la lampe d'avis, le vieux pic a presque entièrement disparu, remplacé par le marteau pneumatique qui permet, avec un effort moindre, un rendement infiniment supérieur. Bientôt, le marteau-piqueur lui-même apparaîtra comme un outil démodé. Il devra céder peu à peu la place à un matériel plus moderne et plus puissant. Cette machine est une haveuse électrique, dont un schéma nous fera comprendre le fonctionnement. Ce n'est pas autre chose qu'une scie circulaire hérissée de dents de requin qui s'enfonce à la base du front de taille et, se déplaçant sur toute la longueur du chantier, pratique dans le mur de charbon une profonde saignée. Un seul ouvrier commande et dirige la machine, qui est un véritable fil à couper le charbon. Et lorsque la haveuse aura rempli sa fonction, il ne restera plus qu'à abattre le charbon à l'explosif. L'opération d'abattage une fois achevée, il faut procéder à l'enlèvement du charbon. Cette gigantesque pince de homard qui saisit et attire les blocs de charbon grâce au mouvement circulaire qui anime ses bras peut happer jusqu'à 3 tonnes de houille par minute. Un personnel restreint veille à la bonne marche de l'engin. Le charbon est déversé par la chargeuse sur des sortes de tapis roulants appelés convoyeurs à bande qui le véhiculent à toute allure de la taille où il vient d'être abattu jusqu'au point de chargement. Un mouvement de saccade précipite le combustible dans un wagonnet appelé berline dont la capacité peut atteindre 3000 litres. Les berlines se déplacent automatiquement dès que le plein est fait. Les trains sont ainsi formés, attelés à un locotracteur diesel ou électrique qui les entraînera à travers voies et galeries. Leur voyage dans le sens horizontal se termine à la gare centrale du pont située à la base même du puits. Toujours animé d'un mouvement automatique, chaque berline prend place dans une des cages du gigantesque ascenseur qui l'amènera à la surface.
berline est déchargée par un mouvement de basculage provoqué par un immense tonneau. Une fois libérées de leur contenu, les berlines passent à travers un système d'aiguillage dont nous pouvons suivre quelques phases. Ici, tout est automatique. Un seul spécialiste suffit à diriger toute la manœuvre. Les berlines sont ainsi acheminées vers les cages et redescendent au fond où le cycle recommence. L'électrification du fond et la mécanisation de l'abattage révolutionnent littéralement le vieux métier de mineur. Les spécialités s'y sont multipliées et dans bien des cas, le mineur qui était jadis un simple manœuvre est devenu un technicien. Le visage de ces hommes n'évoque plus le combat misérable qui était le lot des mineurs d'autrefois. Ce n'est plus l'antique lampe qu'ils déposent à la lampisterie, mais une moderne lampe électrique. La lampe chapeau, comme ils l'appellent. Avant d'aller faire peau neuve aux douches, le mineur s'est débarrassé de ses vêtements de travail et les a hissés au plafond et cadenassés. Système ingénieux et pratique qui permet d'éviter les échanges, volontaires ou non. On a longtemps considéré la vie du mineur comme une existence austère et privée de joie. Ce fut vrai dans le passé, mais de grands efforts ont été faits pour la rendre plus souriante, pour lui donner un cadre non seulement décent, mais agréable. Le mineur a le droit de goûter la douce quiétude du foyer. Et, comme Candide, il peut cultiver son jardin. Dans les principaux bassins houillers, on s'occupe de construire de nouvelles cités, non point de ces cités ouvrières à l'aspect morne et rébarbatif, mais de grands villages harmonieux et riants où le travailleur puisse trouver la détente et le repos. Pour l'ensemble du pays, le plan a prévu au total 45 000 constructions neuves. Et nous en arrivons à la question du ravitaillement. La dépense physique du travailleur du sous-sol ne saurait s'accommoder d'un estomac vide. La visite de la coopérative centrale, gérée par des délégués du personnel, ne laisse pas que d'être rassurante. Elle possède, outre sa beurrerie, une liquoristerie et une salle de torréfaction. De nombreux magasins et entrepôts sont réservés à l'habillement. La coopérative du mineur s'emploie chaque jour davantage à améliorer les conditions de vie de chacun, car la ration supplémentaire du mineur sert à nourrir parfois une nombreuse famille. Dispensaires, hôpitaux, maternités, le monde de la mine où règne une cohésion et un esprit de corps admirable ne pouvait manquer d'être à la pointe du mouvement social. On ne compte plus le nombre de colonies de vacances ouvertes aux enfants des pays miniers. Mais le privilège de l'air pur se devait d'être étendu au mineur lui-même. Non seulement des loisirs sont organisés à son intention, mais il peut aussi passer son congé annuel à peu de frais dans un centre de vacances. Chaque année, le château de la Napoule sur la côte d'Azur, dont le donjon de granit domine la Méditerranée, voit affluer une foule de mineurs du Nord qui viennent avec leur famille savourer la splendeur lumineuse de la Riviera. Joie des vacances, joie du sport. Le mineur est sportif. Nous en voulons pour preuve que le nombre imposant d'équipes de football qui voient le jour dans les centres miniers, certaines, comme le RC de Lens,
L'Olympique d'Alès, celle de Valenciennes, de Douai, etc. ont acquis la classe nationale. L'activité industrielle n'a-t-elle pas le caractère d'une compétition sportive? Dans la lutte quotidienne pour le redressement de la France, qui ne retrouvera son bien-être qu'en recouvrant sa santé et sa musculature d'antan, l'équipe de la mine est celle qui a marqué jusqu'ici le plus de points. Comment pourrait-il en être autrement? Le charbon est le nerf de l'économie française. La production charbonnière conditionne le rythme de l'industrie. La production d'énergie électrique, les transports sont pour une large part tributaires du charbon, qui en période normale représente les 3/4 de l'énergie totale consommée en France. Comment le mineur ne se sentirait-il pas fier de ce qu'il représente? Conscient de sa responsabilité, qu'il soit ingénieur ou jeune apprenti, il sait qu'il collabore à une grande tâche nationale. Il a le droit de sourire et de regarder l'avenir avec confiance, car la ténacité de son effort et l'importance de sa mission en ont fait le premier ouvrier de France.